Madame, Monsieur, bonsoir. Tout juste 19h. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information. Première édition de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Le discours royal du 20 août réitère l'orientation africaine du royaume et son engagement pérenne en faveur du développement des pays du continent. Nous revenons ce soir sur une des grandes lignes du discours royal qui explique ce choix stratégique. À Fès, l'ancienne Médina se refait une beauté grâce à ses artisans. Ils ont transformé les ruelles de la Médina et des souks en une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Et puis nous irons à Srerat, comment passer une journée de sensations inoubliables. C'est au parc d'aventure, un parc de loisirs où vous avez le choix entre plusieurs activités comme l'acrobranche ou le foot en bulle. Nous le disons en titre, le discours royal du 20 août réitère de la manière la plus explicite l'orientation africaine du Royaume du Maroc et son engagement pérenne en faveur du développement des pays du continent et la prospérité de ses peuples, et ce sur la base de partenariats mutuellement avantageux dictés par un choix stratégique, les développements immanquables. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Un choix stratégique plutôt qu'une option conjoncturelle. L'orientation du royaume vers l'Afrique est fondée sur le principe gagnant-gagnant et la dimension du développement, confirme Sa Majesté le Roi dans ce discours qui pour beaucoup sonne le réveil pour l'unité du continent. Le souverain y tient à parler un langage de rigueur et de vérité en relevant que l'engagement marocain pour servir l'Afrique ne remonte pas à un passé récent. La dynamique de la diplomatie marocaine est d'ailleurs couronnée par le retour triomphal du Maroc à l'Union africaine. Le discours royal est une preuve de plus confirmant que ce retour n'est pas le fruit du hasard mais assurément le résultat d'une réflexion et d'une vision qui ne sert pas seulement les intérêts du Maroc mais aussi ceux de toute l'Afrique. Ce choix de s'orienter vers le continent ne se fera pas au détriment des priorités nationales comme l'explique bien Sa Majesté le Roi, car l'ancrage africain et les initiatives entreprises dans ce sillage vont de pair avec le développement de l'économie marocaine. Les messages portés par le discours royal ont ainsi permis de clarifier les concepts et de répondre à ceux qui tentent de freiner la dynamique marocaine. Le partenariat Maroc-Afrique se veut solidaire, humain et complémentaire. L'orientation du Maroc vers l'Afrique s'est notamment illustrée par le retour officiel à l'Union africaine, auquel succède la demande d'adhésion à la CEDEAO. C'est un élan qui implique les acteurs économiques, politiques, mais aussi la société civile et les médias, et ce après que la diplomatie officielle ait ouvert la porte d'une coopération multidimensionnelle. Un retour qui n'est pas une fin en soi, mais plutôt un engagement pour les causes et les questions africaines. Car comme a dit le souverain, l'Afrique fait l'avenir et l'avenir commence aujourd'hui. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique sans la pseudo-raste a été confirmée ce vendredi par le Japon. La position du Japon de ne pas inviter le Polisario aux travaux du processus de la conférence demeure inchangée. C'est ce qu'a affirmé le ministre japonais des Affaires étrangères, Kono Taro, qui a réitéré la non-reconnaissance de son pays de la pseudo-raste lors d'un entretien ce vendredi avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de la réunion ministérielle de suivi de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Maputo. Le responsable japonais a exprimé son vif regret s'agissant des incidents et la confusion durant la séance d'ouverture de la réunion ministérielle de suivi de la conférence. Il a précisé que dans ce contexte que le Japon œuvrera pour régler ce problème organisationnel définitivement, annonçant que la prochaine ministérielle et le sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique auront lieu au Japon
et que de tels incidents ne se reproduiront plus. La réunion ministérielle de suivi de la conférence qui se déroule à Maputo a été émaillée de nombreux incidents. En effet, malgré le refus du Japon de toute présence de l'entité fantoche et ce conformément à la légalité internationale et à la pratique au sein de la conférence depuis 1993, les autorités du pays hôte, le Mozambique, ont voulu imposer dans cette réunion la présence de l'entité chimérique qui n'a pas été invitée par la partie japonaise. On passe à présent à l'actualité internationale et c'est l'Afghanistan tout d'abord. Une attaque dans une mosquée chiite à Kaboul. Au moins 12 personnes sont mortes ce vendredi dans cette attaque menée par des hommes armés en pleine prière du vendredi. L'attaque a eu lieu dans un lieu de culte donc, et qui a duré plusieurs heures. N'a pas été déclarée terminée qu'en fin d'après-midi. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Les assaillants au nombre de 3 ont été abattus. Nous avons 10 civils tués et plus de 40 blessés, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et puis en Irak, les forces gouvernementales s'approchent du centre-ville de Tal Afar. Le drapeau irakien a été hissé sur le quartier Al-Nasr. Les troupes se trouvent désormais à l'entrée du quartier de la citadelle. Les unités du contre-terrorisme ont repris le contrôle de l'ensemble du quartier Taléa qui borde le quartier sud de la citadelle. La police fédérale et des unités du Hasht attaquent les terroristes depuis l'ouest. Au 6e jour de l'offensive, les forces irakiennes tiennent désormais la ville en étau. On reste dans la région en Syrie. Les forces démocratiques syriennes s'apprêtent à lancer une offensive dans la province de Deir ez-Zor pour chasser les terroristes du groupe autoproclamé État islamique. L'opération débutera dans quelques semaines, a affirmé le chef du conseil militaire des forces démocratiques syriennes. Dans une autre partie de la Syrie, les forces pro-régime avaient réussi à encercler totalement les terroristes dans des régions désertiques. Une bataille qui fait également partie de la vaste offensive menée sur plusieurs fronts pour reconquérir Deir ez-Zor. Et puis aux États-Unis, l'ouragan Harvey s'approche du Texas. Les services fédéraux américains chargés des opérations de secours préviennent que l'État du Texas allait subir un désastre très important sous l'impact de l'ouragan, appelant les habitants des zones menacées par les inondations dévastatrices à évacuer rapidement. Les vents accompagnant l'ouragan se sont renforcés jusqu'à des points de 175 km/h. Harvey pourrait devenir dans les prochaines heures l'ouragan le plus puissant à toucher le continent américain en 12 ans. Ce matin, l'ouragan se trouvait à quelques 235 km au sud-est de la ville de Corpus Christi et avançait à 17 km/h. La tempête devrait frapper donc le continent tôt demain matin. On revient chez nous, nous l'avons dit en titre, la Médina de Fès se refait une beauté. Les artisans ont décidé de mettre la main à la pâte. Les façades ont été repeintes. Les artisans ont transformé également certaines ruelles en une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Mounia Marouche et Imen Eblo. En serpentant les ruelles de l'ancienne Médina de Fès, vous serez ébloui par un kaléidoscope de couleurs et de lumière. Cette rue commerçante est transformée par un groupe d'artisans en un musée à ciel ouvert, dans la pure tradition fassi. On se croirait dans Centrafrique avec le décor, c'est vraiment, c'est merveilleux. Moi je conseille la vérité à tous les touristes de venir, de passer exceptionnellement dans le Derbla, parce que c'est un truc à ne pas rater. Et je dis franchement bravo, merci pour eux. Cette initiative est très louable. J'espère que les habitants de l'ancienne Médina prendront l'exemple de ces jeunes artisans et veilleront à l'esthétique de leurs ruelles. المنتوج المحلي وايضا بواحد الجماليه غير معهوده. Des tableaux, des objets d'artisanat, des tapis de toutes sortes et de toutes couleurs ornent les murs. Des œuvres artistiques qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans Malem, qui confèrent un charme indéniable à une cité plusieurs fois millénaire,
avec un patrimoine qui vaut le détour. J'éprouve de l'amour pour l'ancienne Médina. C'est la raison pour laquelle j'ai participé avec mes camarades à son embellissement, pour accueillir les visiteurs dans un cadre artistique. Tout le monde est le bienvenu. De quoi rendre encore plus attractive l'ancienne Médina de Fès, une ville millénaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où art, artisanat et spiritualité fusionnent harmonieusement. Eid al-Adha, les têtes de moutons et de caprins destinées à l'abattage s'élèvent cette année à 9 millions, une offre supérieure à la demande. Et à quelques jours de la fête, la fièvre du mouton commence à battre son plein. À Casablanca, les points de vente connaissent déjà une certaine effervescence. Et puis dans la commune d'Anfa, la vente de moutons a été interdite dans les garages et locaux commerciaux. La commune a aménagé des espaces spécialement destinés à la vente. Sarah Katir. C'est un espace dédié à la vente des moutons de l'Aïd, près de l'Office international des foires de Casablanca dans la commune d'Anfa. Et ce, pour éviter la vente habituellement faite dans des garages au milieu des habitations. Une vente qui occasionne de nombreux désagréments pour les riverains. Cet espace dispose d'un parking où les citoyens peuvent se garer sans problème. Et s'ils trouvent leur mouton, ils peuvent laisser une avance pour venir le chercher après. Ici, c'est mieux pour nous que d'être dans des garages ou dans des locaux commerciaux. C'est aéré et gratuit. D'habitude, on payait 10 000 ou 20 000 dirhams pour la location d'un garage et ça se répercute sur le citoyen. Ces espaces sont équipés d'eau et d'électricité et permettent aux citoyens de trouver un large éventail de choix dans un même endroit. Une décision prise par la commune d'Anfa pour éviter que toute la ville ne se transforme en une véritable étable. Notre page cinéma ce soir sera consacrée au Festival Cèdre universel du court-métrage Azro Ifren, une 19e édition organisée sous le thème « La dimension africaine dans le cinéma marocain », une façon de rendre hommage également à des artistes marocains et sénégalais. Une table ronde sera d'ailleurs consacrée à la coproduction maroco-africaine. Dominique Orlando. À Ifrane, tout comme à Azrou, durant l'été, c'est bien connu, il fait très chaud. Depuis déjà 19 ans, et pour rendre la vie à la montagne un peu moins contraignante, un festival est ici organisé. Il permet de voir sur grand écran toute une série de courts-métrages, et le format choisi a de quoi contenter quasiment tout le monde. À commencer par tous ces jeunes vacanciers qui ont choisi la formule des colonies de vacances. Cette édition leur a réservé tout un créneau horaire entre 10 et 12 heures le matin. Les festivals au Maroc ont une grande valeur car ils participent à la promotion culturelle de la ville et permettent aux Marocains de se rapprocher du 7e art. En particulier dans des petites villes comme ici, Ifrane ou Azrou, où les salles de cinéma sont quasi absentes, alors qu'elles sont un moyen formidable d'ouverture et d'éveil. On peut y découvrir les productions nationales, mais aussi, comme c'est le cas dans ce festival, certains films venus d'Afrique. في لحظات ما الانفتاح على تجارب أخرى كما هو الشأن بالنسبة هذه الدورة 19 في إطار الانفتاح على البعد الأفريقي. En rendant hommage à la très jolie actrice sénégalaise Rokhaya Niang, qui a déjà beaucoup collaboré avec le cinéma marocain, en particulier avec la réalisatrice tangéroise Farida Beliazid, c'est aussi à la nécessité de partager les expériences que ce festival a voulu aussi attirer l'attention. Notre directeur cinématographique et tous les gens qui sont dans le cinéma venaient toujours au Maroc pour étudier, pour faire des recherches, pour demander aux Marocains comment ils ont fait pour produire des films, 20 films par an. Nous, on arrivait à faire un film tous les 2 ans ou 2 films tous les ans. Et depuis, notre président commence à mettre 1 milliard tous les ans. Et à partir de 2018, on aura 2 milliards tous les ans. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir 3 longs métrages, plus des courts métrages et des documentaires, des séries pour les jeunes aujourd'hui. Nous, on suit l'exemple marocain. Durant 4 jours, les festivaliers auront la possibilité de découvrir à travers ces films courts de très nombreuses histoires issues de tout le bassin méditerranéen, dont une grande partie est aussi incluse en Afrique. Ainsi mises bout à bout, elles révéleront très probablement
ce qui fait de nous tous cette même communauté d'individus, voire d'individualité. Comment passer une journée à sensations fortes à Srerat? Eh bien, c'est au centre de loisirs, un parc d'aventure ludique. Vous avez le choix entre des parcours aériens adaptés à tous. Il y a également des terrains de paintball et bien d'autres activités comme l'acrobranche ou le foot en bulle. Découvrons cela dans ce reportage signé Zakaria Morkenbil. Non, ce n'est pas un champ de combat, mais un simple jeu dont les adeptes s'amusent à se faire peur. Ici, le paintball a beaucoup de succès. Cohésion de groupe, stratégie et réactivité sont des qualités indispensables pour gagner. L'acrobranche, les joueurs doivent escalader différents parcours et dépasser des obstacles. Tout le monde y trouve son compte. Je voulais faire le pogi, mais depuis je pensais bien et je voulais faire paintball. Pourquoi il me plaît vraiment. Les férus de sport automobile peuvent aussi pratiquer leur passion à travers le buggy. Les conducteurs s'en donnent à cœur joie en roulant à vitesse grand V. La piscine, autre lieu favori des estivants en cette période de canicule. C'est très agréable pour les enfants, les infrastructures. Ils peuvent profiter du stade, de la piscine. Donc c'est pour ça aussi qu'on est venu et on nous l'a recommandé par rapport à sa tranquillité et à son emplacement. En été, on reçoit beaucoup plus de clients de passage, des familles, des groupes d'amis et des Marocains résidant à l'étranger qui passent une journée remplie d'activités. Les clients de passage peuvent se restaurer sur place. Nous proposons 2 restaurants. Donc un restaurant avec une carte internationale et un restaurant avec une carte espagnole. Avec des activités aussi variées et des infrastructures de qualité, les visiteurs peuvent couler des journées de compétition en groupe, dans une ambiance de challenge et de convivialité. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula est fixé à 21 h. Une excellente soirée, un excellent week-end également. À demain.